nous accueillons Pierre-Louis Bernard, donc maître de conférence à l'UFR STAPS de Montpellier, Université de Montpellier, spécialiste des questions relatives à l'activité physique chez les seniors et notamment à l'influence du risque de chute. Pierrick, c'est à toi. Très bien, merci bien. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'enchaîner suite aux propos du professeur Blin sur une partie qui est l'application de cet objectif de travailler sur la prévention de la chute, l'accompagnement de personnes qui ont chuté ou de personnes qui sont repérées justement potentiellement chuteurs pour lesquels il faut vraiment travailler à titre de prévention et de prévention primaire pour rassembler les conditions pour qu'elles ne chutent pas et puis bien sûr accompagner celles qui sont confrontées à cette problématique. Alors, travail que l'on fait donc en lien étroit avec le centre régional de prévention de la chute sur le CHU, et puis démarche qu'on a appelée EPCA, c'est-à-dire équilibre prévention de la chute pour l'autonomie, tournée, et ça renvoie à une question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment aller au plus près des personnes sur non pas des environnements qui peuvent être des environnements gériatriques, mais des personnes qui vivent à domicile et les toucher au plus près, c'est-à-dire sur leur lieu de résidence, sur leur commune, sur la ville, et c'est en effet, à mon avis, le bon format d'aller vers les personnes au plus près. Bon, à ce titre, on a organisé donc depuis 2013 avec le professeur Blin et aussi avec le professeur Bousquet sur Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on a l'objectif bien sûr d'être sur l'Occitanie et de développer, d'en faire profiter le plus grand nombre, mais dans un premier temps, autour de 5 étapes. Une première étape, et je répète un peu ce qui a été dit, qui est une étape d'information, c'est-à-dire de venir sur chacune des communes intéressées par le sujet, puis ça débouchera, on l'espère plus tard, par un partenariat, et de venir faire donc des conférences grand public d'information, où on sensibilise toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées. Et puis l'autre façon qu'on a de faire, c'est tous les ans de rassembler, dans ce qu'on appelle un anniversaire, toutes les personnes qui vivent ce programme sur différentes communes et qui sont rassemblées sur un même site, et on peut tourner, c'est pas toujours Montpellier, et donc on est accueilli par une des villes partenaires. Suite à cette étape d'information, deuxième étape, c'est une étape d'évaluation qui passe pour chacune des personnes présentes par un petit questionnaire très rapide sur justement leur comportement, comment se situent-elles par rapport au risque de chute, et puis sur la prise d'un rendez-vous individuel pour ceux qui le souhaitent, ça n'est pas obligatoire, suite à cette réunion, pour vraiment identifier où elles en sont de leur capacité et de leur comportement vis-à-vis de la chute. Et ça débouche sur, en général, quelques jours après cette réunion grand public, sur un rendez-vous individuel d'une demi-heure, qui est donné à chaque personne, qui permettra de faire une première étape de diagnostic. Suite à cette étape de diagnostic, on est dans la troisième étape pour ce qui nous concerne, dans le troisième axe qui est d'orienter la personne. Un quatrième axe qui touche aux activités, c'est-à-dire concrètement les personnes qui vont rentrer dans les groupes que l'on organise, que vont-elles pratiquer, et puis une cinquième étape de bilan. J'ai fait apparaître ici une partie aujourd'hui des villes et des partenaires, l'objectif étant justement de tisser un maillage au plus près des publics, c'est-à-dire que là l'unité de vie est donc la commune, la ville ou le village, et puis un certain nombre de mutuelles ou de partenaires qui nous accompagnent. Je reprends ces différentes étapes donc d'information sur chacun des sites partenaires, avec une conférence grand public et puis un questionnaire permettant d'obtenir l'identité de la personne, son médecin traitant et puis un certain nombre de comportements. J'ai fait apparaître ici, je ne ferai pas pour des raisons de temps le détail de tout ce qui est noté, les antécédents de chute sur 3 mois et 12 mois, et puis les critères de fragilité de Fried, qui est quelque chose de largement partagé, où on peut tous sur les villes travailler à l'identique en partageant les mêmes critères qui permettent de voir justement sur un an, au cours de la dernière année, qu'est-ce que la personne a fait ou elle n'a pas fait. La deuxième étape, qui est l'étape d'évaluation, et cette étape d'évaluation, elle est ouverte soit à des personnes qui viennent à la réunion et qui souhaitent avoir une information sur leur profil fonctionnel, soit pour la majorité des personnes, ce que l'on souhaite, c'est que ça va permettre justement d'identifier où elles en sont par rapport au risque de chute, et à partir de ça, on définit 3 profils. Le profil des personnes qui sont à faible risque, donc on leur conseille de continuer, parce que très souvent, si elles sont à faible risque, c'est qu'elles ont de bons comportements et de poursuivre une activité dans les réseaux, dans les associations. Les personnes qui sont à haut risque, à fort risque, et elles sont tout de suite réorientées vers leur médecin traitant parce que ça justifie certainement d'une prise en charge individuelle, plus de type kinésithérapie. Et puis les personnes qui sont sur le profil intermédiaire, et ce sont ces personnes-là à qui on va proposer de rentrer dans des cycles de 3 mois en ayant donc des contenus d'activité qui leur sont proposés durant 12 semaines, 2 fois par semaine.
Ça débouche évidemment suite à cette orientation, et ces personnes rentrent dans des groupes à condition que les villes deviennent partenaires du programme, et elles sont partenaires du programme avec un objectif à 3 ans de pérenniser le programme, et durant les 3 premières années, grâce à des fonds publics qui sont offerts, dont on bénéficie, et grâce aux stagiaires qui sont en formation, eh bien, les 3 premières années, ça nous sert un peu de starter, et ça laisse largement le temps de faire la démonstration de la pertinence du programme. La présentation d'une fiche, on retrouve ce que le professeur Blind disait tout à l'heure, l'identification des capacités d'équilibre, de capacités articulaires, de capacités musculaires et de comportement lors de la marche. Ça débouche sur le 4e temps qui touche au contenu propre des activités. La façon qu'on a de faire, eh bien, nous, on a créé il y a déjà plus d'une vingtaine d'années une méthode, c'est peut-être une façon de faire, une méthodologie d'animation et d'évaluation qu'on appelle la PMES, posture, équilibre, motricité, éducation pour la santé. C'est un diplôme universitaire qui est proposé, qui permet aux personnes de toute la France de venir se former, de maîtriser cette façon de faire et donc de pouvoir l'appliquer à distance en étant totalement autonome lorsqu'ils sont formés. Les caractéristiques de la méthode, 12 semaines, 2 fois par semaine, 1h30 par séance, et pour aller à l'essentiel, 30 minutes d'éducation à la santé de manière très systématique. On écoutait tout à l'heure une présentation de nos collègues de Sherbrooke qui a une façon de faire qui est assez comparable, qui vient de Montréal, qui vient de Québec, qui est le programme PIED, qui lui aussi utilise à la fois l'éducation pour la santé, c'est-à-dire des informations, et nous on est très positionnés là-dessus, donc depuis une vingtaine d'années, considérant que l'évolution de la personne et de son comportement passe à la fois par la compréhension, et donc la dimension d'éducation pour la santé est importante, et une dimension de mise en action. Et c'est le cumul des deux qui, à mon avis, est une assez bonne stratégie pour poursuivre un objectif de prévention et un objectif d'appropriation par la personne de ses comportements. Là, il y avait un petit peu trop d'informations, ça n'apparaissait pas. Et puis, finir sur la partie bilan, la 5e partie, auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire que animer et pratiquer, c'est bien, mais pour que ça ne soit pas quelque chose qui soit systématique, ce qui est impossible avec des personnes âgées comme avec d'autres publics, il est nécessaire d'adapter. Ce qui veut dire qu'il faut au début, évidemment, considérer d'où part la personne, et puis régulièrement quantifier où en est la personne, les progrès qu'elle a fait, et à partir de là, elle a besoin de quoi? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui reste en retrait? Et donc, c'est un processus dynamique, et puis c'est une activité pérenne qui ne doit pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en 3 mois, on fait des progrès, mais évidemment, il y a encore bien des progrès à faire. Puisqu'on a quantifié par ailleurs dans une étude, c'est qu'on perd sur ce type de pratique en 1 mois ce qu'on gagne en 3 mois. Donc il est nécessaire à la fois pour une qualité d'intervention de coller au progrès de la personne et de lui apporter des contenus qui sont adaptés à ce dont elle a besoin. Et puis ce bilan, on y tient beaucoup. Voilà une représentation d'un bilan trimestriel avec un petit tableau avant-après, avec des scores, et puis exprimé de manière littéraire pour la personne, pour que ce ne soit pas uniquement des chiffres, des commentaires qui sont faits par l'animateur, par l'enseignant. Et ce bilan, je tenais à le préciser, je pense que c'est une bonne façon, et ça répond en partie aux questions que j'entendais suite à la présentation du professeur Blind. Il y a 3 destinataires. Il y a évidemment la personne pour qu'elle comprenne et qu'elle ait un recul de où elle en est. Elle ne se souvient pas obligatoirement il y a 6 mois, il y a 1 an, d'où elle est partie. Et destinataire de ce bilan, le médecin, qui est vraiment le relais, et c'est très important que le médecin qui fait un certificat pour orienter une prescription et un certificat médical de non-contre-indication soit évidemment un maillon essentiel. Et puis la structure, la ville, l'association, pour qu'il reste une trace, et quel que soit l'animateur, qu'il y ait une continuité. Une dernière diapositive où on est très attaché par ce bilan, et c'est un travail que l'on a fait là par exemple grâce à une publication en 2018, de justement prendre un peu de recul sur des effectifs un peu plus importants. Ça, c'est une publication qui était sur 338 personnes ayant suivi dans des groupes d'une dizaine de personnes un cycle de 3 mois, afin d'avoir une approche critique des effets mais aussi des limites de l'activité qui est proposée, de jamais se satisfaire de quelque chose qui est défini et d'essayer de coller le plus possible aux caractéristiques de chacune des personnes dans chacun des groupes. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Ce travail est considérable que vous menez depuis plusieurs années sur la région et effectivement est très méthodologique, ce qui montre bien qu'une INM, dès lors qu'elle est formalisée, évaluée, etc., a un impact certain. Mais justement, c'est sur cette notion d'impact. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez pu mesurer ou apprécier votre
sais pas comment dire, votre niveau de pénétration dans la population. Parce que c'est ça, vous avez dit parfaitement à l'instant qu'il fallait qu'on se trouve avec des municipalités, des communes qui organisent, etc. Donc il y avait un degré participatif qui est important. Et effectivement, une des questions, c'est moi je suis à tel endroit, est-ce que je peux en bénéficier? Voilà. Oui, bien sûr. Bon, évidemment, préoccupation centrale qui est à très court terme, est-ce que je peux en bénéficier? Et donc, la commune sur laquelle moi je réside ne propose pas l'activité. Où trouver l'activité? Je suis limité en capacité à me déplacer. Je ne vais pas venir obligatoirement sur une pratique qui est à distance. Donc, c'est en effet une des difficultés. Alors, concrètement, comment ça se passe? Bon, il y a les communes sur lesquelles ça se met en place. Et puis, ce partenariat, on a aujourd'hui un petit peu de recul. Il débouche sur des pratiques qui sont pérennes. Ils sont pérennes parce que les villes décident de mettre des moyens pour pérenniser et donc ont des professionnels formés qu'ils ont recrutés, qui sont là, on va considérer, presque à disposition, en tout cas qui sont des permanents. Et puis l'autre possibilité, c'est que ces structures, ces villes, sollicitent des intervenants extérieurs, des prestataires, et les personnes rémunèrent la prestation, c'est-à-dire qu'après 1 an, suivant les communes, 1 an, 2 ans où ça leur est offert, par une participation financière, elles autofinancent leur pratique. Alors ça ne résout pas une partie de la question que vous posez, c'est-à-dire qu'à proximité de chez moi, moi étant avec des capacités de déplacement limitées, je n'ai pas la pratique qui m'est offerte. Comment puis-je faire ? Ça reste évidemment un objectif de tisser une toile qui est beaucoup plus dense, d'avoir un maillage qui est beaucoup plus fin et que toutes les personnes qui en ont besoin finalement trouvent les conditions d'une pratique. Et c'est vrai que là-dessus, il y a encore un travail considérable à faire. Et de l'utilité d'une journée comme celle-ci, il y a de nombreuses personnes responsables locales, soit de services d'aide à domicile, etc., qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment-ci. Donc, je me fais le relais pour leur dire, écoutez, contactez ces messieurs, contactez monsieur le professeur Blin, contactez monsieur Bernard. Nous avons là effectivement une possibilité de développement qui est bien affirmée et ainsi on pourra, comme je disais, augmenter le degré de perméabilité, d'impact de l'action. Merci beaucoup. Très bien, merci. À bientôt.